Bonjour et excellent réveil à tous. Ravi de vous retrouver en ce 20 février. Dans un petit moment, vous pourrez savoir quel temps il fera durant cette journée du 20 février. Mais avant, plaçons un peu les grandes lignes de cette matinale où nous recevons avec un immense plaisir un de nos champions de jeu d'échecs. Et oui, le maître national, Lies Allah, sera parmi nous car il ambitionne en fait d'établir un nouveau record mondial des simultanés d'échecs. Et oui, c'est assez rare chez nous, ça va être spectaculaire au niveau de la coupole Mohamed Boudiaf très prochainement. Et puis, bien sûr, ça nous permettra d'avoir un nom algérien gravé dans le panthéon des échecs et puis dans le livre Guinness donc des records. Donc, tous les détails tout à l'heure avec le maître Lies Yalla ainsi j'allais dire entraîneur. Non, c'est pas un entraîneur. On est tellement pris par le football et les entraîneurs qu'on oublie. Voilà, donc il sera accompagné plutôt d'un arbitre international de jeux d'échecs qui connaît parfaitement l'histoire des échecs chez nous. Ce sera vraiment notre encyclopédie de cette matinée. Et puis en cette matinée, nous retrouverons nos collègues qui guideront un peu, qui jalonneront un peu cette édition, en l'occurrence Yazid Aït Mahidi qui vous donnera une série d'événements qui vont impacter un peu le champ culturel durant le mois à venir. Et puis nous aurons aussi le plaisir de retrouver Nabil Abada pour nous faire découvrir une très belle région, Biskra, mais plus particulièrement Djamoura. Donc qu'est-ce que Djamoura? Qu'est-ce qu'elle a comme atour? C'est ce qu'on verra avec Nabil Abada. Et puis Mariam Moussaïd à son tour sera aussi sur le sillage du tourisme aujourd'hui puisqu'elle nous fait découvrir une région de Béjaïa. Elle a participé à une chasse au trésor dont elle nous parlera ainsi que d'autres découvertes liées bien sûr au coin vert qu'elle gère super bien. Donc Mariam Oussaïd ne sera pas seule ce matin, elle sera accompagnée des membres de l'association de la Qal'a Nef Abbas, je vais doucement pour bien prononcer. Donc Qal'a Nef Abbas était jadis un royaume au XVIe siècle. On racontera l'histoire de cette contrée, de cette région en particulier qui a un ancrage historique extraordinaire avec Mariam et ses invités ce matin. Et puis nous terminerons par justement Fariel Hamdi qui va nous balader à travers les ruelles d'Alger pour nous faire découvrir les lieux les plus branchés en termes de café. Et puis en même temps, nous recevrons sur le plateau quelqu'un qui a lancé depuis peu un concept de café littéraire. Il nous en parlera avec de plus amples détails. Mais avant, tout de suite, voilà, tapis rouge pour Mina Abed pour les nouvelles du ciel. Merci encore une fois d'être avec nous. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Bonjour Mina. Bonjour Adia. À défaut d'un tapis, on a une On a chaise. une chaise rouge. Ça vous convient? C'est parfait. Voilà, si vous êtes bien installés, donnez-nous C'est les très nouvelles bien. du ciel, Mina, tout de Avec suite, s'il vous plaît. plaisir, avec plaisir. Bonjour à tous. Excellent réveil. Et bien ce matin, on note un taux d'humidité assez élevé quand même sur l'ensemble des régions côtières, avec un taux qui dépasse même parfois les 60% à l'ouest, au centre, à l'est du pays. En journée, on notera quelques passages nuageux, toujours sur l'ensemble des régions nord, avec quelques pluies éparses de l'après-midi, des vents assez forts jusqu'à 50 km/h, notamment vers les côtes ouest. Sur la partie sud, ça sera un petit peu la même chose, notamment sur le Nord Sahara, les oasis et le Sahara oriental, des nuages sur le Sahara central et puis un ciel dégagé sur le reste des régions sahariennes. On notera de fréquents soulèvements de sable, notamment le long des frontières algéro-maliennes et la Saoura. Les températures de cet après-midi restent plutôt agréables et de saison, avec sur la moitié nord 19 degrés à Oran, 20 degrés à Tlemcen, on notera 18 à Alger, 17 à Nabatizi Ouzou ou encore Chlef et Relizane, 24 degrés à Gardaya, Hassim Saoud, 23 à Bachar, 24 à Tindouf, 31 degrés à In, Salah, Ilizi et enfin 35 degrés, ce sera la maximale pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer. Pour cet après-midi, on notera une mer agitée sur les régions côtières avec des vents entre 30 et 40 km/h. À l'ouest du pays, entre 20 et 40 km/h sur le centre et enfin entre 20 jusqu'à 30 km/h vers les côtes est. On passe tout de suite à l'Asie pour aujourd'hui. On notera des nuages, des averses également
notamment à Bangkok, Dhaka, Hong Kong, un ciel nuageux à Manille, dégagé à Pékin, et puis côté Mercure, on notera 31 degrés à Singapour, 32 à Bangkok, 10 degrés à Hong Kong, 34 à Manille, 11 à Tokyo, et enfin 4 degrés seulement à Pékin. Encore une fois, excellente matinée, et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci beaucoup pour ces détails, Merci, Mina. Adia. Moi, j'ai envie d'avoir de plus amples détails vous concernant personnellement. Mais Voilà, oui. quel café, quel salon de thé vous préférez à Alger? En fait, il y a un petit café que j'aime bien. Mhm. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'il y a une petite bibliothèque juste en dessous. Et donc, ça permet de prendre un petit livre, de se mettre en terrasse. Et juste en face, on a une très belle vue. On a une vue sur une petite forêt. Très bon café aussi, c'est très important, je suis amatrice des cafés. Ben, Donc c'est le voilà, le café il est très très bon et c'est très 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 agréable. Voilà. Voilà. Je vous ai posé la question parce qu'aujourd'hui, on va voir un peu de quelle manière ces gérants de café essayent d'accrocher leur clientèle de différentes façons par des concepts comme celui que vous décrivez. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on recevra quelqu'un qui se lance dans le même sillage avec un café littéraire, un espace mieux. où l'on sirote son café en plein centre d'Alger, à Didouche Mourad, pour vous dire. Et donc, c'est au cœur d'Alger qu'on peut aussi découvrir les nouveautés littéraires dans cet espace. C'est parfait justement. C'est parfait. C'est Donc, très ça fera agréable. partie de notre émission ce matin. Merci, Merci. de nous avoir un petit peu donné un petit peu votre secret concernant le café, vos préférences, Mina. Je vous souhaite une bonne journée. Pareillement, Ouais, donc bonne les journée. téléspectateurs vous retrouveront à midi et à Tout à 19h, n'est-ce pas? tout à fait. Voilà. Rendez-vous vendredi prochain. Oui, absolument. Donc dans ces lieux, on écoute aussi beaucoup de musique souvent, n'est-ce pas? Oui, bah, on espère qu'un jour on aura un petit café avec une petite scène pour les amateurs de musique, théâtre, pourquoi pas. Vous serez peut-être servi avec le concept de ce matin, hein? Eh bien, j'ai hâte de Allez, découvrir. restez en régie alors et écoutez. Merci beaucoup, Merci. Amina. On se quitte quand même en musique, hein. Avec plaisir. Voilà, parce qu'on aime beaucoup, toi et moi. Bah, vous et moi, toi et moi, bah, c'est pas grave. Donc, la musique d'aujourd'hui, donc, pour démarrer cette émission, est signée Rabia Houti Band. C'est Parapa, tout de suite.
Voilà, je le disais tout au début de l'émission que nous étions très honorés aujourd'hui de rencontrer et de recevoir, rien que pour vous, le maître national Yes Yala, donc ici présent. Bienvenue. Merci, bonjour tout le monde. Merci à vous d'être parmi nous pour parler justement de cet événement qui concerne en fait le monde des échecs de par le monde, mais aussi qui nous concerne en tant qu'Algériens, parce que ça va être une des performances les plus rares qu'on ait vues en Algérie en matière d'échecs et surtout de parties simultanées. On parlera des détails dans un petit moment. Le temps pour moi de présenter nos autres invités. Abdelkrim Tazarout, qui est ici présent, donc qui représente le quotidien Horizon. Le quotidien Horizon a offert justement un très bel espace d'échange pour présenter donc notre invité ici présent lors du forum d'Horizon de la semaine dernière, n'est-ce pas? Oui, le journal est un journal public, donc il est ouvert à toutes les sollicitations et il accompagne comme ça des jeunes talents dans divers domaines, dans celui du sport, des échecs, mais aussi de la culture et des arts en général. Oui, et puis nous avons aussi le plaisir de recevoir ce matin Monsieur Marwan Tapti, qui est arbitre international, donc il ne manque pas de talent dans son domaine également, et qui connaît parfaitement l'histoire des échecs chez nous. Parfaitement, merci de le dire, je ne suis pas très sûr. Je profite de l'occasion pour remercier Canal Algérie, parce qu'à plusieurs reprises, chaque fois qu'on a sollicité le passage, Canal Algérie a toujours répondu présent. Je profite aussi de la présence du représentant d'Horizon. L'événement mérite amplement, vous serez d'accord avec moi, Monsieur Tapti. Donc, je disais que vous avez une expérience avérée dans le domaine. Avec le recul des années, avec tous ces joueurs que vous avez vus en compétition, comment situer notre invité aujourd'hui avant de lui céder la parole, justement? Que pensez-vous de son talent en particulier? Je connais Monsieur Yala depuis plus de 25 ans, je pense. Il a été à un moment membre de notre club, même très récemment aussi. Il a eu plusieurs phases. Et il s'est spécialisé dans un domaine très particulier aux échecs, qui est la simultanée. Oui. Ses résultats ont progressivement monté en puissance, on va dire. Et maintenant, après cet événement, c'est clair qu'il a changé de catégorie. Hein. Des joueurs qui font de la simultanée, il y en a. Oui. Mais des joueurs qui ont ce niveau de performance, il y en a beaucoup moins. Donc, il est rentré dans une nouvelle phase de performance. Maître Yes Yala, donc vous êtes détenteur du record national en termes de parties simultanées d'échecs. Et aujourd'hui, vous vous lancez dans une aventure un peu, comment dire, dangereuse. C'est un véritable challenge, un véritable défi, parce que vous voulez détrôner le recordman. Oui, bon, dangereux, on ne va pas dire cela, mais c'est-à-dire que c'est un challenge qui m'est venu depuis 2018. Et il va sans dire que actuellement, le détenteur du record, c'est un Iranien. Oui, tout à fait. Raïm Marami Hassan, qui lui, donc actuellement, il est de 604 participants, 604 adversaires. Voilà, c'était en 2011. Depuis 2011, personne n'a battu ce record. Oui, parce que c'est titanesque, 604 joueurs, c'est pas rien. Oui. C'est énorme. C'est comme je l'ai dit, donc c'est énorme, c'est titanesque. Et en ce moment, donc, l'originalité justement de cette aventure, on va le dire comme ça. Avec plaisir. Oui, merci. C'est qu'il y ait ce qu'on appelle des stations étapes. Oui. Je les ai dénommées ainsi, je les ai appelées ainsi. C'est ça l'originalité. Depuis que le premier joueur qui est un suédois, oui. C'est un grand maître. Anderson Ulf, donc il a lui battu son premier record, il a été enregistré par le Guinness record en 1996 contre 310. Oui. Et bien sûr depuis cette date jusqu'à 2011, le nombre est arrivé jusqu'à 604. 604 en 2011, oui. Donc à chaque fois ça monte. Mais l'originalité dans cette aventure, c'est que avant qu'il y ait ce record, cette tentative de record qui aura lieu dans notre prix, Inch'Allah, en 2023, c'est qu'il y ait des stations un peu dans le monde pour justement, d'un côté, véhiculer l'image de notre sport
qui en réalité est universel. Oui, Notre sport, absolument. voilà, il est universel. Mais véhiculer l'image de notre pays, leur dire on est là, on est présent. Et aussi, dernièrement, c'était une belle aventure à Cuba. Vous revenez justement de Cuba au mois de janvier dernier, donc vous avez disputé donc, ce qu'on appelle une simultanée et vous avez battu le record cubain sur Affirmatif, place. Est-ce tout à qu'on fait. peut donner le nombre, le chiffre Oui, par rapport aux participants qui étaient autour de vous? Parce que vous étiez au centre, j'imagine, de tout plein de tout à fait. joueurs. Si je peux me permettre, Oui. donc, à nos téléspectateurs, une simultanée d'échecs, c'est que quand le maître est là, il joue en même temps, comme son nom l'indique simultanément, on va dire contre plusieurs joueurs. Voilà, D'accord. c'est-à-dire, il est là, il passe, on va dire en revue, il fait son premier coup, il passe son deuxième échiquier, il fait de même. Ça laisse le temps au premier échiquier à l'adversaire de réfléchir et il revient au premier échiquier, ainsi de suite. Voilà. Voilà. Maintenant, à Cuba, les responsables sportifs cubains ont eu l'ingéniosité de me demander de faire cette simultanée coïncidant avec l'anniversaire de leur héros national, José Martí, Oui. le 169e anniversaire. Donc ils ont dit, puisque c'est le 169e anniversaire, est-ce que vous êtes en mesure de jouer contre les 169? Oui. Bon, c'est une proposition qui m'a honoré, qui a honoré Un notre chiffre pays, symbolique, l'Algérie. donc, et ça a Oui, marché. et j'ai sauté sur l'occasion. Le C'était... jour J, donc, il y avait les 169, tout âge confondu. Oui. Voilà. Et vous étiez où pendant ce temps-là, monsieur Tapti? Vous étiez en Algérie ou vous l'avez accompagné? Dans notre beau pays, ici, chez Vous nous. suiviez donc cet Oui, oui, exploit? on a beaucoup discuté avant son départ. On a essayé d'accompagner un petit peu, dans la mesure de nos moyens, monsieur le maître est là. Et ce qu'il ne vous a pas dit, c'est que le record cubain est de 150. D'accord. Et lui, il a Donc, fait 169. 169, il Donc, le dépasse de beaucoup. voilà. Et là, il envisage justement de faire une simultanée pour le record mondial, pour laquelle il disputera donc le match auprès de 625 et non pas. C'est Il aurait pu l'objectif, monter de 2 joueurs, mais là, il est monté à 625. Hein, le défi, le challenge. C'est l'objectif. Est oui. excellent. Hein. Donc, pendant le forum, justement, organisé par le quotidien Horizon, j'imagine un peu le parterre de journalistes étonnés de découvrir Oui. voilà, cette... Oui, bon, l'Horizon voulait mettre en lumière un peu Oui. cet exploit. C'est un exploit. C'est un exploit. Je voudrais revenir juste parce que, une petite coïncidence, à Cuba, 167, le 9, date anniversaire du révolutionnaire José Martí. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Jamal Allem, le chanteur de la Rahmou, avait écrit une chanson sur Cuba et a chanté donc José Martí. Ce n'est peut-être pas pour rien qu'ils vous ont demandé, vous, Algériens, donc de... Oui. C'est pas du tout innocent. Pour revenir au Horizon, donc il accompagne cette performance. Et j'étais le premier étonné. Il y a énormément, bon, dans la presse nationale était présente, donc presse écrite, presse parlée, télévisée, filmée, donc ils étaient là à la découverte du talent et le journal, donc la directrice a tenu aussi à le rassurer que Horizon va sponsoriser donc ses prochains déplacements à l'étranger et le soutenir dans ses performances, dans ses nouvelles actions à l'international. C'est important. Oui. Les médias en général sont faits donc pour valoriser cette image parce que ce sont des exploits qui honorent le pays. C'est un digne représentant du pays dans un domaine, corrigez-moi si je me trompe, où nous ne sommes pas connus comme étant de grands champions. Leader ou voilà, nous ne sommes pas C'est-à-dire une pépinière de champions. l'Algérie est, si vous voulez, leader au niveau arabo-africain, mais à l'échelle mondiale, il y a encore beaucoup de choses à faire, effectivement. Oui, vous dites justement que c'est un exploit qui demande soutien, qui demande vraiment d'être accompagné, puisque ça demande aussi tout un perfectionnement de votre part, parce que c'est toute une énergie que vous allez développer pendant cette manifestation qui durera peut-être des heures, une dizaine d'heures, peut-être plus. Lors de ma première, donc, on va dire, confrontation, entre guillemets, à Cuba, à La Havane, j'ai donc joué durant
9h32 minutes. 9h32 minutes. Et si vous me permettez, Oui, avec plaisir. je tiens justement, je profite de cette excellente occasion qui nous est offerte sur le plateau, de remercier le ministère de la Jeunesse et des Sports, dirigé par le ministre Abdelrazak Zoukak, Oui. qui, grâce à eux, cet événement a eu lieu. Donc, ils ont veillé au grain et ils ont ici toute ma gratitude. Donc, je les remercie. Et la dernière fois, donc, à mon retour, je me suis entretenu avec les 4 de MGS. Ils ont été donc très satisfaits. Et on m'a dit aussi qu'ils vont, Inch'Allah, Il y a des m'accompagner. promesses d'aide et d'accompagnement Voilà. parce que vous avez tout un programme Voilà. des plus chargés. Vous devez parcourir différents pays pour pouvoir être au top à cet événement. Et aussi, j'ajouterais que lors de cette simultanée, le président de la fédération cubaine, M. Carlos Rivero González, a été très étonné de ma condition physique. C'est vrai qu'à un moment donné, j'étais dans une sorte de concentration poussée. Il paraît-il qu'après, il est venu me dire qu'à un moment donné de la compétition, de cette simultanée, 4 heures de jeu, il m'a dit que je vous ai supplié de prendre au moins des fruits, parce c'est vrai qu'ils ont mis à ma disposition toute une table de fruits, de soda, etc. Mais moi, je me suis abstenu. Ce n'est que par respect que j'ai pris quelques gorgées d'eau. Et donc, il a tenu justement à mettre ça en exergue sur l'excellente forme physique, et bien sûr le record, comme l'a si bien dit M. Tapti. Donc, c'était un record qui a été battu, vieux de 18 ans, par le grand maître international Leonid Dominguez, qui est actuellement parmi les plus forts de la planète. Très bien. C'est un honneur pour le pays. Voilà. Maître Yalla, donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on va rappeler que vous êtes là parce qu'on parle un petit peu de ce challenge qui vous attend en 2023, où vous allez être en compétition face à 625 adversaires en simultané, donc une partie qui sera exceptionnelle, disputée donc du côté de la coupole Mohamed Boudiaf. Donc il y aura un beau public certainement pour vous encourager. Alors pour vous préparer à cela, parce que ça demande quand même un effort, beaucoup d'énergie, etc. On a l'impression que c'est un travail mental uniquement, mais en fait tout le corps participe. Vous parliez de conditions physiques, il paraît que vous avez besoin d'un masseur, d'un diététicien, d'un médecin du sport, d'un entraîneur pour l'optimisation de la condition physique. Donc tout ça doit participer à votre préparation, n'est-ce pas? Exactement. Et c'est tous ces ingrédients-là qui font que le prétendant se trouve dans des conditions optimales pour pouvoir justement battre ce record. Les conditions étaient excellentes à Cuba, ça m'a vraiment aidé. Il y avait aussi l'entourage de l'ambassade d'Algérie à Cuba, qui eux aussi, ils ont veillé au grain. Et donc, les conditions étaient excellentes. Et ça m'a permis donc de jouer cette simultanée avec sérénité. Et sans possibilité de souffler, bien qu'on ait essayé quand même de vous arrêter. Oui, parce qu'à un moment donné, vous savez, ce qui est important, il faut avoir le contrôle de son corps. Oui. C'est-à-dire, en termes simples, il ne faut pas que le corps sente la moindre fatigue. Il faut arriver à cette possibilité. Et cette possibilité, à l'amont, il y a beaucoup d'entraînements qui se font en ce sens. Oui, en amont, vous devrez, donc je disais, disputer plusieurs matchs à travers 12 pays que vous avez sollicités pour cela, c'est bien ça? Oui, c'est une grande fierté pour notre pays. Au départ, je me suis dit, si j'ai 6 accords, ce serait un excellent résultat. Mais finalement, j'en ai eu 12, un peu partout. La prochaine étape se passera à Madagascar, entre le 20 et le 25 mars, justement. Et d'emblée, les responsables malgaches m'ont assuré que j'allais passer un excellent séjour. Donc ça, c'est déjà l'image de l'Algérie. Et le chiffre des adversaires va aller en croissance. Justement, crescendo. Et je leur ai demandé maintenant, puisqu'il y a eu cette possibilité, moi je ne savais pas, c'était que le lendemain de la simultanée que le président m'a appelé très tôt le matin pour me féliciter. Et il m'a dit que vous vous rendez compte que vous venez battre notre record cubain en toute sportivité. Félicitations, en tout cas, on n'a pas eu le temps de le dire. Merci beaucoup, je vous en remercie. Et donc, jeudi 17, cet exploit, tous les Algériennes et les Algériens
J'espère qu'on sera toujours à la hauteur. Je remercie aussi le quotidien Horizon qui a veillé depuis les premières heures, j'allais dire, depuis décembre 2020. Et justement, à chaque performance, à chaque simultané, que ce soit au niveau des instituts étrangers, même au niveau de centres culturels, même il y avait une fois un centre culturel bananier. Donc à chaque fois, le lendemain, il y a un article qui sort. Maintenant, à Madagascar, c'est vrai que j'ai sollicité auprès des responsables à ce qu'il y aurait une possibilité que le nombre soit un peu important. Je leur avais demandé 200. 200. Oui. Et en même temps, je leur dis quel est votre record national malgache pour essayer un peu de faire la même chose. Alors, il est de combien ? Justement, il est inférieur à celui de Cuba. Ah, d'accord. Voilà. Donc, ça plante le décor. Donc, ça va être un autre record. La liste promet d'être longue. On va parler un petit peu aussi de l'arbitrage de cette compétition qui sera organisée au niveau de la coupole Mohamed Boudiaf. Donc, qu'en est-il de l'arbitrage? Est-ce qu'il se fait de la même façon que d'habitude ou est-ce qu'il y a des mesures exceptionnelles? Il y a des petites différences, parce que dans une organisation aussi massive, les problèmes logistiques sont au premier plan. Et l'arbitrage, c'est plus surtout pour veiller à ce que effectivement la performance a été réalisée, que les chiffres sont réellement constatés, que les règles du jeu soient respectées. On n'a pas ce souci du côté du maître. Oui. On a plutôt le souci à partir des autres, surveiller. Plusieurs arbitres, parce que si c'est 650, le corps arbitral, c'est à peu près une personne pour 50-60 joueurs. Oui. Donc vous imaginez le nombre d'arbitres qu'il faudra mobiliser. Une autre partie du challenge qui n'est pas négligeable, c'est de ramener 650 joueurs. Oui. Bon, personnellement, je suis responsable de 2 ou 3 clubs, la wilaya d'Alger. Donc je me suis déjà engagé avec M. Yalla de fournir une centaine d'enfants, au moins des clubs dont j'ai la charge. Très bien. Il y a d'autres clubs, la wilaya d'Alger. On ne désespère pas d'atteindre ce chiffre. Déjà nous-mêmes, pour avoir le nombre de joueurs nécessaires, c'est un challenge qui n'est pas négligeable. Oui, même si vous êtes là pour veiller au gras, voilà, mes petites investigations m'ont prouvé à quel point la mémoire de Maître Yalla est infaillible. Il pourrait, lui, en cas de dépassement, remettre un pion en place et dire non, je l'ai laissé là, n'est-ce pas? Vous mémorisez autant de parties à la fois, c'est incroyable. Au fait, oui, ça m'est arrivé 4 ou 5 fois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont se dire, après tout, il ne va pas se rappeler si je vais ôter une pièce ou un pion. Et là, ils sont vite remis à l'ordre, si j'ose dire. Et ils sont très autonomes. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les schémas. Oui. Et parfois, donc, ces schémas sont incrustés dans l'esprit du maître. Il faut aussi de l'expérience et de la mémorisation. Ça, c'est très important. Oui. Donc, quand on passe devant un diagramme, on sent s'il y a quelque chose qui va pas. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle une incohérence de pièces. On se dit, c'est pas normal. Et là, là-dessus, je suis infaillible. Donc, voilà. C'est vraiment un niveau de technicité incroyable, ça. C'est ça qui va un petit peu faire basculer de son côté toutes les chances, justement, de vaincre ces 625 joueurs qui seront face à vous en simultané. En septembre 2023, c'est bien cela? Ce sera en décembre. En décembre, oui. Une petite question à poser, si c'est possible. Mais c'est la dernière de cette séquence. Allez, on vous laisse la poser, il n'y a pas de problème. Ah bon, d'abord dire que Horizon consacre quotidiennement toute une page pour les échecs, c'est pas pour un peu initier. Ma question, elle est toute simple, c'est l'équation de la qualité de vos adversaires. On parle souvent du chiffre, 300, 400, 600, etc. Qu'en est-il du paramètre qualité? Il s'agit est-ce qu'il va s'agir de novices? Est-ce qu'il va s'agir de... Très bien, très bien. Bien, sachez que, quelle que soit la simultanée, même celle qui a été détenue par l'Iranien, vous n'aurez jamais ce qu'on appelle l'information en ce qui concerne les lots. Je vous cite un exemple.
À un moment donné, il y a eu une simultanée, on va dire, d'exhibition parce que le nombre était très restreint par l'ancien champion du monde, Garry Kasparov. Et quand il a vu, lui, il avait 2700 et quelques, pour vous dire, hein. Quand il a vu, il y avait un joueur qui a un elo qui a dépassé les 2000, il s'est mis dans tous ses états. Il a failli arrêter la simultanée. Ah. Vous savez pourquoi? Parce que il y a l'effort, il est considérable. Il y a aussi l'effort mental, à ne pas le prendre à la légère. Ouais. Et les Cubains sont très méticuleux. Et même j'ai joué contre des joueurs qui avaient 2005. Pour vous dire, il y avait un elo supérieur au mien. J'ai même remporté une partie en ce sens. Donc, mais au-delà des considérations de niveau, c'est aussi ce qu'on appelle, à notre niveau, c'est ce qu'on appelle l'aptitude à entamer cette simultanée dans des conditions où il n'y aura pas de palpitations, le rythme reste le même, la tension artérielle reste la même. Il faut travailler tout ça. Ouais. Merci infiniment, Maître Ilyes Yalla. Ce fut un honneur de vous recevoir ce matin. Oui, rapidement. Rapidement, s'il vous plaît. J'ajouterai que donc, le 25, ce sera à Madagascar, oui, en Antananarivo, où l'Horizon va m'accompagner. Le 20 mai, ce sera à Jakarta. En Indonésie. Le 26 ou le 31, ce sera à Seattle, à Washington. Très bien, face à 300 candidats. Et à chaque fois, je demande, maintenant, s'il y a des simultanés où le nombre est inférieur, comme j'ai dit avec les autorités américaines, ils m'ont dit l'essentiel qu'il va y avoir un soutien pour votre... Très bien. Et soutien, c'est ce qu'on vous souhaite. On souhaite que les mécènes soient nombreux pour justement valoriser cet effort, pour valoriser aussi ce champion national que vous êtes. Maître donc Ilyes Yalla, merci de nous avoir permis de découvrir un peu cet événement qui était un petit peu passé sous silence, j'ai l'impression. Voilà. Merci infiniment à ceux qui vous ont accompagnés. J'ai nommé là donc l'arbitre international Marwan Tabti ainsi que M. Abdelkarim Tazarout pour le Forum d'Horizon. Merci en tout cas pour ce que vous faites pour encourager cette discipline sportive en particulier. Et puis bon vent, et on vous attendra pour les prochaines escales et on espère justement annoncer d'autres records après le record cubain. Voilà, donc merci infiniment. Merci à ceux qui nous ont suivis ce matin. Dans un petit moment, nous retrouverons notre ami Yazid Ait Mahidine pour nous donner un petit round-up de quelques événements qui sont vraiment en passe d'impacter le champ culturel le mois prochain. Donc restez avec nous après ceci.
place, Yazid, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va, ça se passe bien et toi? Très bien, alhamdoulilah. T'es reposé un peu quand même. Oui, hein? oui, oui, cette semaine, oui. J'ai pris une petite semaine, voilà, voilà. Je suis ravie quand même de vous retrouver tous, ainsi que les téléspectateurs. Voilà, vous m'avez tous manqué, Régie, amis, téléspectateurs, tout le monde. Et ça va, ça, vous avez visité un peu, vous avez fait un peu le tour d'Alger, En fait, d'Idouche pas du Morad, Odin, la Grande Poste. Pas du tout, pas du Bon. tout, j'avoue. Ah oui. Pas Pas du tout. visiter des galeries, des... Non, ça a été plus à, voilà, m'occuper d'un petit peu de la famille. zen attitude. La famille et la zen attitude, tout à fait, Voilà. Yazid. Ben, si je parle de Didouche Morad, parce que Oui. il y a une grande galerie d'art, une galerie assez spéciale, c'est la galerie Khlil. Absolument. Qui connaît pas Khlil. Incontournable, Oui, qui connaît pas incontournable. Khlil, ce monsieur un peu mystique, un peu loquace aussi, parce qu'il il parle, quand on discute avec lui, il est là à raconter, etc., etc. Et Il parle beaucoup de Tougourt, entre tout autres. court, il parle de son enfance, Oui. de son, comment dirais-je, de cette communion avec Dame Nature, avec le Sahara, avec les immensités du désert, etc. Et là, bon, on le voit, regardez Oui. ce regard, vraiment, il est assez fort, assez intense. Caractériel, je Oui, dirais. il est un peu caractériel, un peu loquace, il faut le comprendre. Mais c'est quelqu'un de vraiment d'investi par ce qu'il fait. Et si on complètement. parle de lui aujourd'hui, c'est parce qu'il s'est envolé aux États-Unis, D'accord. au Massachusetts, à l'université UMass Lowell, Art and Design. Et là, il expose depuis le mois de janvier dans cette grande galerie. On voit donc la fiche de l'événement. Et donc, tous les chefs-d'œuvre sont exposés dans cette galerie d'art au niveau de l'université de Massachusetts. Et puis, le 16, il y avait un vernissage et deux grandes sommités du monde de la science, à savoir Melikshi, donc Nordine Melikshi, Oui. et un grand spécialiste de la big data, c'est Louis Falcon, qui ont pris part à ce grand rendez-vous culturel et artistique. Donc en fait, moi je me suis dit, je suis passé plusieurs fois et la galerie était fermée, il n'y avait pas dans ce bougeoir qu'on voit souvent là. Cette lumière, Et toutes ces pierres, Oui. une Vous voyez que une ambiance il particulière. n'y avait pas cette lueur comme ça d'espoir, toute cette lumière, ce petit bougeoir qui était là. Et je me Et suis ces dit- magnifiques portraits, en fait. C'était un excellent portraitiste. Oui, absolument. En fait, lui, il est né en 42, mois de mars 42. Il a commencé à s'intéresser à la photographie car son frère était un grand photographe. Donc, il était toujours avec appareil photo en bandoulière et commençait à prendre des photos. Et à l'âge de 10 ans, il a fait son autoportrait. Donc, il s'est mis en scène, il a mis l'appareil photo, donc il a calculé un peu la durée, et il a pris, clic-clac, il a pris son propre autoportrait. Par la suite, donc, il était assistant de son frère. Il a fait ce grand voyage initiatique donc, dans la Janet, et il a pris ces photos qu'on voit aujourd'hui. Il a été un petit peu adopté par les Touaregs qui l'ont adopté. Il a été baptisé l'enfant du Sahara. Donc l'enfant de la nature, il était là et il a pris ces belles photos, des portraits, des paysages, des scènes de vie et un peu il a donné du sien. Et c'était ces photos. Avant c'était des photos un peu coloniales, mais là c'est le regard de l'Algérien, c'est le regard de l'enfant du Sud sur sa propre vie, sur les paysages, sur les scènes de vie et sur les portraits. Et justement, Hanan, notre script, nous propose tout de suite de voir en images. Ah bah toute oui, cette on va beauté. voir ces images, on va voir ces portraits en noir et blanc. Clic, clac. Et c'est parti.
musique pour accompagner Oui, en fait, c'est une musique assez spéciale parce que j'ai navigué un peu sur le net et je trouve un monsieur qui joue avec une guitare traditionnelle. En fait, c'est un bidon d'huile avec quelques fils et ça a donné un instrument de fortune qui donne une superbe... Et je rappelle que le pauvre Meskin Khalil, quand même, dans les années 80, sa galerie a été ravagée par un incendie. Beaucoup de ses chefs-d'œuvre ont été quand même détruits. Et puis, mais il a gardé espoir, il a continué à travailler, il a continué à recevoir des gens. Le phénix renaît toujours de ses cendres. Voilà, le phénix qui renaît de ses cendres. Et puis son chez-soi était accueillant, il reçoit des gens, il reçoit tout le monde. Et les gens achètent aussi des photographies pour immortaliser le moment. Et puis quand on rentre dans son sanctuaire, c'est un moment paisible, solennel, c'est un moment paisible, c'est un moment de... mystique aussi, parce que, et puis c'est une communion avec la nature, parce qu'à l'intérieur, tout est naturel. Tout est fait à base de palmiers. Il a même une malle dans laquelle il cache les photographies. Et à l'intérieur, il y a des clichés. Et puis c'est tout que ce soit du liège ou du palmier. Il a même un balai de paille, en fait. Tout est naturel. Donc si on rentre là-bas, c'est un moment... Mais dans l'air du temps, c'est fait avec sobriété, mais toujours très moderne. Oui, c'est moderne et c'est ce qui le caractérise. Il y a une épuration, un dépouillement, en fait, du lieu. Enfin, ça caractérise un peu ce haut lieu de culture. Et on a du mal à décrocher avec. Oui, absolument. D'ailleurs, jusqu'à ce matin, d'ailleurs, il y a d'autres événements quand même. Oui, je rappelle juste des phrases comme ça. Il dit, quel que soit l'endroit où je débarque, j'y vais avec ma propre matrice, ma propre personnalité, mon propre destin. Et Jean-Yves Lourdes, qui est un ethnographe français, qui rappelle que c'est des tableaux photographiques qui défient le temps. Absolument. Voilà. Immortel et immortel. comme vous le disiez. Voilà, donc je voulais juste rappeler aussi une image, parce que j'ai pris une photo avec lui, enfin c'est pas moi, mais j'ai pris une photo à la sortie de la galerie, c'était avec le comédien Hakim Traidia. Je pense qu'on va voir la dernière photo c'est en 2013 où je l'ai rencontré et on a discuté, voilà. Donc là, ils sont en train de parler et on voit juste dans le coin le bougeoir qui est là. Oui, voilà. Il est à gauche de voilà. l'image. Donc là, il était en train un peu de nettoyer, de donner un peu de fraîcheur au lieu, etc. Donc c'est une photo que moi-même j'ai réalisée en 2013. Voilà. Moi, j'ai une photo signée. La prochaine fois, on doit la voir comme ça. Non, pas la mienne, non, mais je veux dire, je suis comme tout le monde. Vous avez acheté séduit, une photo. Voilà, et j'ai vécu l'expérience que vous décrivez, Yazid, et vraiment, c'est fidèle, effectivement. Mais au début, il était quand même un peu caractériel, hein. Il vous pousse dans vos retranchements et il titille un peu votre sensibilité. Oui, absolument. Et quand on est timide, il joue dessus, hein, franchement. Il ne faut pas être timide. C'est marrant. Effectivement, un vrai personnage, voilà, Khalil. On lui souhaite bon vent pour l'exposition. Oui, l'exposition, je pense que c'est jusqu'au mois d'avril. Donc, ceux qui sont aux États-Unis du côté de la Californie ou du côté de Boston, du Massachusetts, donc ils peuvent y aller rendre visite à notre grand photographe, à ce mystique Khalil. Voilà. Très bien. Passons à autre chose. De la photographie, donc de la galaxie Gutenberg, de l'écrit, de l'image, de l'iconographie, on passe à la technologie. Et rappelons que cette semaine, il y a eu cette loi de finances il y a eu quand même des taxes sur les produits électroniques et le président de la République a gelé ces taxes au grand bonheur donc des amateurs et des informaticiens et surtout pour l'écosystème des startups parce que l'innovation demande à ce qu'il y ait plus de facilité. Les gens, ils doivent avoir ces instruments qui sont nécessaires. Les startups, mais toutes les entreprises, mais dans tous les domaines confondus, ont besoin surtout de la ça, transition numérique, oui, surtout tout à fait. maintenant c'est pas le tout, c'est pas le 2.0, mais c'est 3.0. Donc l'économie de la connaissance dépend
de toute cette infrastructure et ce gel des taxes, je pense que c'est un bon Ça fera point. le bonheur, Oui, ça fera le vraiment, bonheur de du monde de l'informatique tous et les du numérique. fournisseurs informatiques. Voilà. de tous leurs Le deuxième acteurs. point, c'est le salon du livre, qui, je pense que c'est au mois de mars, vers la fin mars. Il y a eu quand même réduction des tarifs des locations des espaces au profit des éditeurs nationaux et internationaux. Donc le tarif, le mètre carré, il était à 6 000 dinars, maintenant il a été réduit à 4 000 dinars. Pour les étrangers, c'était 110 $, il a été revu à la baisse. Il était à 140 $, il a été revu à la baisse à 110 $. Donc voilà un peu les deux informations importantes. Et puis, carton rouge pour ceux qui ont fermé cette librairie Abdelkader Alloula à Oran. Voilà cette belle librairie qui rend hommage à Abdelkader Alloula, Allah yarhamou, a été carrément... Qui a mis la clé sous le paillasson. Ils ont mis la clé sur le paillasson. Et je ne sais pas pourquoi, quand il s'agit de la boulangerie, c'est tout le monde qui est là, c'est tout le monde qui fait grève, c'est tout le monde qui... Et puis... Quand même, les problèmes sont réglés, mais quand il s'agit du livre et de nourriture spirituelle, parce que c'est la nourriture, c'est comme le pain en fait, et malheureusement, elle a fermé. Je pense que les spécialistes du domaine, les libraires eux-mêmes, doivent se mutualiser, doivent quand même se soutenir pour qu'on ne ferme pas un haut lieu de culture quand même. Voilà, donc en fait... C'est bien dommage. C'est bien dommage. Je pense que peut-être c'est pas trop tard, mais je ne sais pas. Peut-être qu'ils peuvent revenir et essayer de trouver des solutions. C'est bien d'avoir comme ça tiré une petite clochette comme ça. Disons, oui, parce que ça passe sur Internet et on regarde, etc. On va partager, on va faire juste on va faire des réflexes un peu routiniers. Et ça passe, ça devient, ça banalise un peu la chose et que ça ferme, et puis c'est tout, c'est pas grave. Mais voilà, donc la galerie qui rend hommage à Abdelkader Alloula. On a eu un coup de cœur et un coup de gueule de la part de Yazid Ait Mahiddine ici présent, ainsi que de belles nouvelles concernant justement des domaines qui impactent le champ culturel. Merci beaucoup Yazid. Merci. Allez, on vous attend la prochaine fois, ce sera dimanche prochain, Inch'Allah. Il est beau ton collier, hein? Oui. Ah oui. Allez. Et puis tout de suite, une petite balade à Alger pour dire au revoir à Yazid et recevoir dans l'immédiat Nabil Abada pour une virée touristique. Restez avec nous. Voilà, Nabila s'est bien installée sur sa chaise bien rouge. Comment vas-tu, Nabila? Bonjour, bonjour, amis du jour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va mettre le cap sur Biskra, n'est-ce pas? Exactement. On parlait déjà du Sud à l'instant avec Yazid, et c'est vrai que, oh là là, le Sud, c'est tellement riche chez nous. Non, c'est une autre galaxie. Exactement. C'est une autre galaxie et c'est un continent en fait. Hein. Notre pays, c'est un continent. Absolument. On a la neige mais en ce moment. Après, l'intérieur du pays fait un peu plus doux.
Et maintenant, on se baigne. Bon, on peut faire du ski sur les dunes, pendant que d'autres font du ski, justement, en montagne, vrai, effectivement. C'est vrai. Et je vois les images en ce moment qui défilent aussi dans le sud. Bon, je pourrais en parler pendant des heures. Et Biskra en particulier est une contrée qui a énormément de charme. Oui. Et vous avez choisi un endroit en particulier aujourd'hui. Hein. Oui. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Djummoura. Alors Djummoura, c'est un village au nord de Biskra, à plus d'1 heure. Donc je me suis rendue, à travers Escapade, toujours avec l'équipe, on était à Al-Qantara. Ça c'est beau. Voilà, Al-Qantara, peut-être que j'en parlerai la prochaine fois. Et de là-bas, 3 quarts d'heure pour arriver à Djummoura. Alors Djummoura est connu pour ce qu'on ne savait pas, pour nous les dates, c'est Tolga. Tolga, oui, c'est la marque la notamment, plus réputée. Voilà, la plus la Deglet-Nour est la plus exportée. Voilà, exactement. Et ben Djummoura est connu pour ses 38 variétés de dattes. J'en ai goûté et franchement, rien à voir. J'avais l'impression d'ailleurs, il y avait une variété, j'avais l'impression que c'était une date fourrée. Donc je voulais savoir de quoi elle était fourrée. Lui, non, parce qu'elle est tellement charnue. Voilà, je donne envie. Oui, ça y est, c'est bon, hein, les papilles souffrent. Désolée. Ça y est, on salive. Mais j'étais agréablement surprise. Moi, je pensais, bon. C'est un des fruits préférés, en tout cas, la date. Et franchement, c'est un des fruits les plus riches. Les plus riches, très bons. Donc, on donne, comme à l'Est, moi, je me rappelle, j'aime, mais c'est hyper calorique. On faisait ça avec le psissa. Vous savez, ce qu'on appelle ici peut-être ruina. Psissa, c'est la tomena constantinoise. Oui, voilà. Donc, il y a le beurre. Du miel, psissa. Et on rajoutait des dattes. Et des petits bouts de dattes. Je vais vous dire, voilà, pour toute la journée, calories garanties. Même pas envie de manger ou à l'eau et ça donne des forces. Et ça donne aussi du poids. En largeur. Bon, à mettre de côté. C'est bon pour moi. Non, il faut manger les dates par nombre pair. Oui. Voilà, on dit ça. Oui, 3, 1, 5. Apparemment, on ne grossit pas si on les mange. On peut manger 9 Agda directement. À tester, à voir. Donc, on met le cap sur Djummoura. On va peut-être voir ça en image avant de compléter. Voici, si tu veux, on parle de Djummoura, le nom, pourquoi Djummoura maintenant ou après. Alors, il y a plusieurs histoires ou légendes, pourquoi Djummoura. Donc, Djummoura Azmour, parce qu'il y a aussi les olives, les oliviers là-bas. D'ailleurs, un des arbres, il a plus de 4 siècles là-bas, qui est connu aussi. Donc, Azmour. Après, ça a été un peu... voilà, Azmour, Djummoura. Voilà. Donc, on dit... Première théorie. Djummoura est connu aussi pour ses qsour. Il y en a pratiquement 7. Notamment un Mour. Et Mour, c'est une des personnalités ottomanes. D'accord. D'ailleurs, il y a une ville souterraine là-bas qui n'a pas encore été découverte à 100%. Donc voilà, Mour, Djummoura. D'accord. Aussi, on disait aussi qu'au marché, très tôt, donc Biskra, Maroufin, je vais tout dire, Biskra, Maroufin, quand on va au marché, Naklo Dobara. Oui, tout à fait. 10h du matin. Voilà, c'est le petit-déj. Voilà. Il y a ceux qui prennent des dates, Bpsissa. Il y a ceux qui prennent Dobara. Des pois chiches. Exactement. Des pois chiches. C'est très bon. C'est très bon. Voilà. L'hiver, très calorique aussi. Voilà. Mais c'est bon. Et donc, il y avait le djumar. Et ça aussi, on disait, voilà, avec le temps, le djumar qui est le charbon, djummoura. Voilà. C'est les 3 appellations. Les braises. Voilà, les braises. Djummoura, donc, viendrait éventuellement de ces 3 peut-être appellations. Peut-être que c'est... Mais bon, c'est ce qu'on se dit. Enfin, il y a des villages qui disent non, c'est par rapport à la personnalité ottomane. En tout cas, quelle que soit la théorie, on est déjà curieux. Voilà, vous avez gagné le pari de nous donner envie de découvrir Djummoura. Donc, Nabila Abeda, est-ce qu'on peut voir les extraits maintenant? Oui, bien sûr. Allez, on y va tout de suite.
Merci. Bon, comme c'est convenu, d'El Qantara, on est arrivé à Djemoura, 3/4 d'heure de route. Et là, j'ai rendez-vous avec monsieur Bissam. فوالا بخير مساء النور كيما دار صافا بيان بخير صح لاباس بخير واش نتوما شرفتونا الله يسلمك مرحبا بكم في مدينه عروس زيبان بسكرة يعطيكم الصحة وخاصة منطقة جمورة السياحية المعروفة بالتراث المحلي يعطيكم الصحة اللي عرضتونا استدعيتونا رانا جينا صح مرحبا بك راكم الله يجوا بيان سور بيان سور هذا القصر نتاع لا فامي في المثال دغنوش عنده تقريبا قرن و70 سنة 1847 داكوغ هذا من لا فامي سمرماضنا هما اصلا تقريبا ترا كانوا في مدينة عروس زيبان بسكرة و 1847 نفاتهم فرنسا مثل ما كتب لي راه سما يوكلوا في الاخر هيا نفاتهم وجا لهنايا محمد صادق بن رمضان بناو له هنايا القصر هذا السكان المحلي تاع المنطقه تاع جموره معروفين اي المنطقه بناو القصر هذا تعاونوا تويزه احنا عندنا تويزه وهذا القصر دوكا واش راهو هذا القصر دوكا تاع لا فامي دغنوش شراوه 1940 1940 شراوه لا فامي دغنوش تاع جموره ولاد زيان هذا راه تسمى كما نقولوا عطاوه لنا تسمى باش نديروا دار ضيافه الجمعيه زون دوت هي لوفيس توريزم تاع جموره بيان سور انا ديوان سياحي جموره عندكم معروف بالتوريزم عاداتنا وتقاليدنا تاع المنطقه تاع جموره واش كاين في جموره معروفه فيها حوالي شوف النخيل هذه حوالي 38 كاليتي ديدا 38 نوع تاع النخله هاو ديجا عمي محمد دقاق راه معروف بالنخله راه يقطع فيها ربي يبارك مرحبا بكم من هنا في التراث تاع جموره رانا بدينا في الديبار نتاع الترميم تاعو من لو 23 ان شاء الله حين ربي لو 23 ابريل اليوم الوطني للسياحه نفتحوه Inch'Allah, j'espère qu'on sera au rendez-vous. Ils sont en train de rénovation, carrément. Bien sûr, بربي ان شاء الله. Inch'Allah. هذوك منطور انا معروف احنا معروفين احنا بتراثنا بعاداتنا وتقاليدنا. من جموره معروفه بالرحابه. اني نشوف راكم اللي ترحب بالضيوف. يعطيهم الصحة راهم شابين. والسباحه اللي تسبح في الليل العرس تسمى في اللي يقولوا التسبيح يسبحوا بالعرس نتاع المنطقه تاع جموره نقولوا كي نقولوا يجيبوا العروسه مثال يستقبلوها في مثال سيرتو في الليل. تفضلي مرحبا بك نعرف بالتراث المسموع ماذا بيا دوك تفضلوا. وترفع الصنانية وتاكلي توقلي وترفع الصنانية وتاكلي مولدين معلمانية وتاكلي العمية. Voilà. C'est agréable d'écouter Rahaba et cette voix, très belle voix. Donc, de Nedjma, qui, elle m'a complètement surprise. Elle est dans un monde comme ça, masculin. Et moi, j'aimerais beaucoup la faire venir ici un jour à Bonjour d'Algérie, pourquoi pas, parce qu'elle le mérite. Elle a fait plein de concours de chant, notamment... mais dans le temps, et elle a eu des prix et elle excelle dans Aïssa Djelmouni, tout ce qui le bédoui. Oui, le bédoui et tout, et elle a une voix comme on vient de l'entendre. Et alors du Moura, donc voilà, on rappelle tout de suite Bagar Hadda. Exactement. Cette belle voix j'ai adoré un peu une voix rock. Et c'est tant mieux. Et donc je disais par rapport à Djemoura, donc j'étais avec Abdelmajid Bissam, qui est président de l'association culturelle de Djemoura. Donc il fait beaucoup de choses pour la région. Et notamment, ce qu'on a remarqué aussi avec des touristes, donc on peut être à Biskra et réserver une journée pour visiter Djemoura. Je disais qu'il y a les 7 qsour et il y a aussi la maison d'hôtes dont une famille noble de la région a fait don à l'association. Et donc, je ne sais pas si on voit défiler après les images. J'ai ramené, on nous propose la choucha biskriya. Oui, ça c'est le plat dans l'art culinaire de la région, c'est le plat par excellence. Voilà. D'ailleurs à Alger on dit شرشوخة البساكرة. شرشوخة البساكرة, voilà. كاين شرشوخة التفر تاع قسنطينة وكاين شرشوخة البساكرة. Voilà, on va voir. Je vais déguster et là j'ai un petit four. Enfin, je me retiens pour rire parce qu'il y a toute l'équipe qui est en face de moi et qui a très faim. Et tu étais la seule à manger. Et moi j'étais la seule à pouvoir manger et à parler avec.
d'accord. Et donc, elle a l'air savoureuse en tout cas. Oui, exactement. Et donc on peut venir, voilà, passer la journée et avec les enfants. Et pourquoi pas la nuit aussi, puisque vous parlez de, voilà, même lui, il a parlé de gîtes et de maisons d'hôtes, donc c'est possible aussi de prendre le temps d'écouter les chants des coqs le matin. Oui, oui, non, c'est agréable, c'est très agréable et moi j'encourage vraiment, parce qu'il y a ceux qui partent souvent à Biskra et on fait peut-être le Qantara, on fait des régions comme ça, ou les Djellel, c'est des Khaled ou Kamel, mais Djemoura c'est un petit bijou, moi j'ai constaté que c'était un petit bijou comme ça, avec plus de 15 000 habitants, et juste après Djemoura, il y a Betna. D'accord. Voilà. Donc, grosso modo, et on y trouve là, parce que bon, après, moi, je vous ai préparé une tonne d'images. On n'a pas le temps. On n'est pas loin d'Alcantara, on n'est pas loin de Biskra, ni non plus de Batna. Et c'est bien, c'est un endroit à découvrir. Là, ils font du pain pour vous? Oui, là, c'est le pain. L'équipe ne vous a pas fait le chantage, pas de fromage, pas d'image? Non, ça va, j'étais obligée, sinon là, j'avais du mal à me lever. Trop de chouchoura, trop de viande, trop de... Oui. Et là, voilà, c'était très... Et donc, ce qui est bien aussi à Biskra, c'est qu'il y a plein d'infrastructures et c'est tant mieux. Et donc, on restera probablement sur Biskra la semaine prochaine avec vous, Nabila, qui sait? Peut-être, maybe. Alors, merci infiniment, Nabila, de nous avoir permis de découvrir Djemoura ce matin. Passez une excellente journée. Merci. On reste toujours, on baignera encore dans cette émission, dans l'espace touristique, avec tout d'abord ce reportage signé Mariam Moussaïd, qui ne vient pas seule ce matin. Elle va nous faire découvrir de très belles régions du côté de Béjaïa cette fois-ci. Mais avant, allons visiter ce temple de la culture qu'on appelle le Bardo, un musée d'ethnographie et de préhistoire absolument à visiter quand vous êtes à Alger. À tout de suite. Situé au centre d'Alger, le musée national du Bardo est un lieu incontournable dans la visite d'Alger-la-Blanche. Ce lieu fut édifié à la fin du XVIIIe siècle par un riche notable. À l'époque, l'édifice servait de villa d'été aux propriétaires qui recevaient les riches notables comme invités. À l'époque de la colonisation française, cette villa subit quelques transformations et extensions, mais toujours en gardant le cachet du style mauresque. C'est en 1930 que la villa fut transformée en musée. Et depuis 1985, le musée national du Bardo est classé monument historique. En visitant ce lieu, vous ferez une balade dans le passé, où le raffinement et l'ingéniosité étaient un art de vivre. Entre terrasses et patios, fontaines et jardins, il se dégage de ce lieu une sérénité apaisante. Le musée est souvent pris d'assaut par des écoliers qui viennent visiter ce lieu et apprécient la sortie avec les amis dans un lieu peu commun. Merci beaucoup les enfants. Qu'est-ce qu'il lui fait aujourd'hui? On est venu regarder les ossements et les pierres et les différentes pierres de ce musée. D'accord. Et ces pierres, elles datent de quand? De la préhistoire. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'a plu le plus dans ce musée? La chose qui m'a plu, c'est la préhistoire. Quand on a vu les pierres et les os d'animaux. La chose qui m'a plu est les ossements des animaux et les crânes qu'ils ont trouvés d'une femme et comment ils ont pu faire des instruments de musique. J'ai beaucoup aimé surtout leur grande terrasse et
chambres sont très très jolies. Voilà, visite au Bardo est signée Mariam Moussaïd qui est avec moi ce matin. Bonjour Mariam. Bonjour. Voilà, ça va? Très bien. Très bien. Vous n'êtes pas seule aujourd'hui, vous allez nous faire découvrir une très belle région, Béjaïa. Oui. En l'occurrence, et vous avez avec vous donc un invité que je vous laisse le soin de présenter. Alors oui, donc aujourd'hui j'ai le plaisir d'inviter donc Monsieur Jamal Menzoud. Donc vous êtes membre de l'association socio-culturelle Nadi El Mokrani de Qal'at Ath-Abbas. Donc voilà, pourquoi je parle de ce lieu, parce que j'ai eu la chance et le plaisir de suivre donc un groupe de femmes qui sont parties à la découverte de ce village qu'ils ne connaissaient absolument pas. Donc ce sont 3 femmes qui forment une espèce de petite entreprise où ils essayent de faire découvrir tous les villages, donc certains villages d'Algérie à travers tout le territoire national. Et donc le week-end dernier, la destination c'était Qal'at Ath-Abbas, et on verra à travers le reportage comment à travers une chasse au trésor, donc l'initiative est très intéressante parce qu'en fait c'est une espèce de visite guidée mais d'une manière ludique. Donc c'est une chasse au trésor mais ce sont des trésors historiques. C'est un concept qui vraiment est à valoriser, effectivement, je vous l'accorde, mais avant d'en parler, j'ai plaisir de recevoir aussi aujourd'hui Nadir, donc qui lui est chef de projet puis créateur d'un café littéraire à Alger. Bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, merci lui aussi il est porteur d'un projet, un concept, donc qui fait le bonheur un petit peu des Algérois et de ceux qui traversent l'avenue principale des Douch Mourad, parce que c'est un café littéraire et c'est aussi une plaque tournante pour justement tous les amoureux, les férus de lecture. Merci d'être là. On en reparlera dans un petit moment. Ça y est, Mariam est lancée. Elle s'est lancée, ça y est, on sent la fougue. Il est dans le bain déjà. Il est dans le bain avec moi depuis tout à l'heure, donc on a discuté. Allez, on continue donc. On va à Qal'at. Exactement. Lui qui aime l'histoire et la lecture, donc là c'est une histoire donc racontée différemment, d'une manière très ludique et très sympathique. Donc Monsieur Jamal, parlez-nous déjà un petit peu de Qal'at Ath-Abbas. On sait très bien que c'est un village, c'est un lieu qui a connu beaucoup d'histoire. Oui, Qal'a, c'est la capitale d'un royaume. Tout à fait. Oui. Et voilà. Au XVIe siècle, ce fut le cas. Elle a traversé beaucoup d'étapes. La première étape, c'était XIe siècle, qui était le siècle des Hammadites. Et les Hammadites ont disparu. C'est les Abbasides qui ont pris le pouvoir au XVIe siècle. Oui, et les Hafsides aussi. Donc, oui, voilà. Après les Abbasides, les Abbasides étaient indépendants par rapport aux Hafsides. Tout à fait. Oui. Et vous parlez d'indépendance, justement, c'était la capitale d'un beau royaume. D'un royaume qui a duré pendant plusieurs siècles. Et jusqu'à l'avènement du colonialisme français. Voilà, donc elle a été bombardée. Oui. Donc vidée, le village a été plusieurs fois. Et elle a abrité au XVIe siècle, après l'arrivée des Espagnols. L'avènement des morts qui ont été évacués, les musulmans et les juifs chassés d'Espagne. Et ils ont trouvé refuge chez le sultan, le généreux sultan d'Ath-Abbas, qui les a reçus et qui les a gardés chez eux jusqu'à l'avènement du colonialisme français. Les Juifs ont quitté la citadelle de Qal'a à l'avènement du colonialisme français. Voilà, il faut dire aussi que cette Qal'a avait joué un rôle justement lorsque Béjaïa était tombé en 1510. En 1510. Ce royaume, ce petit sultanat avait eu son rôle dans la résistance face aux Espagnols. Oui. Et donc c'est plein d'histoires. Au temps des Hammadites, Qal'a était le relais
entre Bougie et Msila, à la Qala des Beni Hamed. D'accord. Et quand la Béjaïa est tombée entre les mains des Espagnols, et la Qala des Beni Hamed envahie par les Beno Hillel, et là, ils ont décidé d'installer le royaume à Qala Abbas, qui a abrité presque 70 000 âmes à l'époque. Donc on est au bâbord. On est donc dans la vallée de la Soumam et Myriam a découvert une très belle manière d'intégrer cet espace culturel, historique. Parfaitement, c'est vraiment une manière très très agréable de découvrir, surtout quand nous avons, donc ces jeunes femmes connaissent, on va dire, assez bien l'histoire et surtout elles la racontent, elles la font découvrir d'une belle manière. Donc je vous propose de regarder le reportage et ensuite on reviendra. Une immersion, il n'y a pas mieux. Exactement, on y va. C'est dans un décor grandiose, perché à plus de 1000 mètres d'altitude, que nous découvrons Qal'at Ath-Abbas. Il s'agit d'une citadelle bâtie au XVIe siècle sur un plateau rocheux d'une superficie de 400 hectares dans la chaîne des Bibans. Al-Qal'a est protégée naturellement par les précipices qui l'entourent à pratiquement 360 degrés, mais aussi par des remparts dont il ne reste que quelques vestiges aujourd'hui. Chargée d'une histoire riche et glorieuse, Qal'at Ath-Abbas attire de nombreux visiteurs qui viennent se perdre dans ses chemins au milieu de ces vieilles maisons en ruine à la recherche de trésors. Bonjour, alors c'est Mana Djoulan, c'est l'une des fondatrices de Isoran Algérie. Alors Isoran Algérie, c'est une entreprise qui œuvre dans l'écotourisme et la valorisation du patrimoine matériel et immatériel. Alors au fait, on s'est donné toute l'équipe de Isoran Algérie, sachant au fait que Isoran Algérie aujourd'hui, elle est portée par 3 jeunes femmes architectes et ingénieurs en génie civil. Alors on s'est donné comme mission de travailler et de valoriser le patrimoine matériel et immatériel de 500 villages reclus en Algérie. Alors aujourd'hui, notre première mission et le premier village sur lequel on est en train de travailler, c'est le village de Qal'a Ath-Abbas. Nous travaillons sur 2 volets principaux. Le premier qui est à savoir d'implémenter des projets écotouristiques au niveau des villages en Algérie. Le deuxième volet, c'est celui de la restauration de maisons traditionnelles. La chasse au trésor est un des programmes que nous avons développé afin de promouvoir une de nos destinations, à savoir Qal'a Ath-Abbas. Donc c'est une manière ludique de faire découvrir l'histoire au grand public. Donc on a eu des enfants, on a eu des familles, on a eu des adultes. Donc c'est vraiment quelque chose d'attractif parce que dans une randonnée, on va dire ordinaire, vous risquez de perdre les gens assez facilement. Et avec la chasse au trésor, on attire l'attention autour de l'histoire d'Al-Qal'a. La découverte de Al-Qal'a se poursuit dans l'enthousiasme et la bonne humeur. Grands et petits se prêtent au jeu de la découverte de ces lieux historiques. La pause déjeuner se fait au grand air, en toute simplicité, en profitant de la vue imprenable et de la quiétude qu'offrent les sommets montagneux. Franchement, ça fait longtemps depuis que je voulais le visiter. D'ailleurs, l'occasion m'est venue comme ça. C'était une belle occasion. Et là, je découvre et je suis émerveillée. Je suis émerveillée comment des gens ont pu construire une telle citadelle à une telle hauteur. Après la chasse au trésor, j'ai retenu que ce village, il a vécu beaucoup d'histoires. Les maisons et les gens qui y habitent, ils sont super accueillants. Les visiteurs enchantés continuent la découverte des nombreuses mosquées, d'El Madrasa, de la fonderie et d'autres lieux historiques. Captivés par la richesse historique de cette citadelle
et de tous les grands personnages qui ont peuplé un jour ces lieux. L'initiative de Ezoran Algérie contribue à faire revivre ces villages reculés pour qu'ils ne tombent jamais dans l'oubli et ainsi raviver la mémoire. Et voilà, donc l'immersion étant accomplie, on va parler davantage de cette région, très belle région. On est vraiment happé par la beauté de l'endroit. Oui, déjà on est surpris en arrivant parce que le chemin est très étroit pour arriver. C'est vraiment le sommet du sommet de la montagne, donc un chemin étroit, assez limite, même assez effrayant. Mais après, une fois quand on découvre le village, c'est immense. D'abord, c'est un très très grand village. C'est pas comme les petits villages aux alentours. C'était une capitale. Voilà. J'ai invité un ami autrichien qui est venu passer quelques jours chez moi à Qala. Et quand je lui disais est-ce qu'il te plaît mon village, il dit non, c'est pas un village. C'est une ville. C'est une ville. C'est une ville, effectivement. Mais c'est un beau prémontoire. Bâti sur différentes falaises. Il y a plusieurs falaises. Parce que Qala est composé de 5 falaises. Sur chaque falaise, il y a, disons, un quartier. Oui. Un très grand quartier. Oui. Elle a abrité en 1959. Ils ont évacué, l'armée française a évacué 9000 âmes. Oui. 9000 âmes. Oui. Donc le village a été bombardé au napalm, donc déclaré zone interdite, pour toute la population autochtone. Et donc les habitants ont dû s'exiler. Ils se sont dispersés là où ils ont de la famille, là où ils ont un peu partout en Algérie. Mais le 5 mai, il y a une opportunité pour eux de se retrouver dans ce village, n'est-ce pas, Amélie? Mais avec la pandémie, ça fait quand même 3 ans. 3 ans, on n'a pas pu se réunir. Que la belle fête du 5 mai n'a pas eu lieu. Le 5 mai espérons que nous cette manque année, beaucoup. Nous manque beaucoup. Ça sera le cas. Oui, parce que c'est le seul moment où les Qalaouis se retrouvent et ils développent ce qu'ils ont envie. Juste rapidement, dites-nous quels sont les lieux les plus importants que compose le Qala. Donc, comme on a pu le voir dans le reportage, donc on a vu le Madarsa, on a vu... Vous savez, Qala, les lieux les plus importants, c'est les lieux de culte. Parce que nous avons à Qala, dans chaque quartier, dans différents quartiers, il y a un mosalla, une chapelle. Pas une mosquée, des chapelles. Parce que Qala, c'est un lieu où il neige beaucoup, où il fait froid, et il y a des intempéries. Et les villageois ont construit dans chaque quartier des chapelles. Nous avons 2 mosquées pour la prière du vendredi, et les autres, c'est toutes des chapelles dans chaque quartier. Il y a 14 chapelles. Très bien. Ça veut dire, vous voyez l'importance de là où il y a 14 chapelles, ça veut dire, c'est important. Après une telle virée, difficile de revenir à Alger, mais nous y sommes obligés quand même, voilà. On va laisser ce beau prémontoire et ces paysages fabuleux pour parler cette fois-ci d'Alger, des cafés d'Alger en particulier. Feriel Hamdi nous balade à travers la capitale algéroise pour découvrir des endroits des plus insolites dans cet espace. Les Algériens ont trouvé ces dernières années une nouvelle échappatoire pour se divertir. Il s'agit bel et bien des cafétérias assises dans les grands boulevards. Ces cafétérias offrent de beaux espaces bien équipés, embellissant la voie publique et offrant davantage de la joie et de la convivialité aux clients. On a amené un petit peu l'idée parisien qui fait rappeler des souvenirs à quelques-uns, peut-être quelques vieux, quelques jeunes, enfin catégories âgées. Donc هكذا تما باش يعاودوا يتفكروا ايامات يتفكروا des souvenirs يتفكروا كي يجوا لهنا au moins ça apaise un petit peu. En fait le décor on trouve pas ça partout, surtout en Algérie. Pour nous ça donne un peu une touche de chic, on peut dire.
Et aussi, comme a dit ma copine, elle dit que c'est un peu, genre, ça va un peu le style baroque. C'est un style très baroque, donc il est très joli ce café, franchement. Et il a une bonne ambiance, on trouve. Genre, on trouve pas le style partout. Situé au 103 des Douches Mourad, Ar-Roumi est un espace qui offre aux amoureux des livres d'art et de culture une formule atypique. Des rencontres, des expositions, tout en profitant d'un espace convivial. Ar-Roumi, c'est Nisbal Jalaluddin Ar-Roumi. C'est un peu mon dada spirituel. Donc j'étais un peu en quête, enfin comme tout le monde. Et puis les écrits de Jalaluddin Ar-Roumi et tout ça, je me suis retrouvé. Je me suis retrouvé dans Jalaluddin Ar-Roumi, Ash'ar Ta'ou, ses écrits et tout ça, et je le considère comme un repère spirituel. Ma mère, elle était un peu fan de May Ziyada, qui avait un salon littéraire, c'est-à-dire le palais à ses parents. Elle a fait de la demeure de ses parents un ملتقى أدبي كانوا يتلموا فيه بزاف الأدباء الشعراء les musiciens. Et donc, inspiré par tous ces salons, ces espaces littéraires, notre ami Louaï Nadir, ici présent, va nous parler un petit peu de ses motivations, de cette idée qui a germé il y a quelques années et qui a pris donc naissance tout récemment à Alger. Bonjour, donc déjà, merci pour l'invitation. Donc, au fait, le café, c'est-à-dire le concept du café littéraire, c'est pas une idée récente. C'est un peu, elle était dormante, si j'ose dire, dans ma mémoire d'enfant. Comme j'ai dit dans le reportage, ma mère elle adorait May Ziyada. Oui, May Ziyada qui avait un salon littéraire. Absolument, oui, un salon littéraire. Donc, et du coup, pourquoi pas? Pourquoi pas prendre, déguster un café, ou on fait aussi de la restauration en fait, mais parce que c'est un café littéraire, donc, mais déguster un café à travers un livre, mais ça ne se limite pas à ça, parce que je crois vraiment que notre problème en Algérie, il est culturel, il est d'ordre culturel. Je dirais qu'un peuple où il a vu naître le Saint-Augustin, l'Apolline de Mador, oui, le premier romancier de l'histoire humaine, et qui souffre un peu et qui se questionne toujours sur son identité. Pour moi, c'est un grave problème culturel, si j'ose dire. Donc on avait besoin d'un lieu où, si je peux me permettre, se réconcilier. Parce qu'à travers la lecture, on ne connaît pas les autres, mais on se connaît nous-mêmes. On se réconcilie avec nous-mêmes. Comme dirait d'ailleurs Jalaluddin Ar-Roumi, il dit donc j'imagine que les choix littéraires qu'on peut retrouver dans cet espace sont plus orientés vers les auteurs algériens. Est-ce qu'on fait découvrir plus la littérature algérienne, donc la littérature universelle? Pas uniquement, justement, moi je découvre aussi la littérature algérienne à travers les conférences. Donc j'invite aussi les auteurs, on a fait beaucoup de ventes dédicaces, c'est-à-dire des auteurs et des écrivains, des poètes aussi qui viennent de temps en temps. On aimerait bien le faire chaque quinzaine de jours, donc on a un événement culturel. Le premier conférencier qu'on a eu, c'était M. Benbitour, Ahmed Benbitour. Donc voilà, c'est vraiment un espace où j'aimerais bien que les jeunes... Filali a fait partie de la première liste Sidali, Poudri Filali aussi. Lazhari Labter. Lazhari Labter, absolument. Il y avait aussi une poétesse de Betna qui est venue de Betna, elle s'appelle Radia Toumi. Fella Andalusia, son premier livre, roman, Camilla, un volcan de sentiments. Elle l'a fait au café littéraire, elle l'a présenté là-bas, au café littéraire romain. Donc voilà. C'est un véritable bouillon de culture qui est offert dans cet espace. Donc c'est un lieu d'échange, un espace justement où les musiciens aussi, vous mettez à disposition des musiciens aussi une petite scène. C'est intéressant ça. On peut voyager aussi musicalement dans cet espace. Oui, en un mot, c'est-à-dire, moi j'étais un peu ahuri par l'histoire. Là, on avait chassé un guitariste qui jouait dans les rues d'Alger. Oui, on l'a chassé. Moi, ça m'a bouleversé un peu cette histoire. Et je dis comment on peut chasser l'artiste et pas le voyou.
en un mot. Donc voilà, donc, ça devient un peu un QG, un quartier général pour les artistes. Donc ils s'expriment, j'ai mis à leur disposition des instruments musicaux, désolé, et puis ils viennent, ils s'expriment sous toute forme d'art en quelque sorte. Il y a même des peintures. Et c'est de l'impro, on a vu justement des toiles de... C'est de l'impro, je ne programme rien. Voilà, c'est pas programmé. C'est vraiment de l'impro. Absolument. Absolument. Moi, une question qui me turlupine, c'est comment réagissent les gens quand ils rentrent dans votre café? Comment ils ont pris ce lieu? Oui. J'imagine, enfin, je vois un peu l'étonnement. Je vois un peu l'étonnement parce que c'est pas commun. Voilà. C'est pas commun, absolument. Donc c'est un peu de ma personne que ces personnes. Enfin, j'ouvre un peu une porte de moi-même. Bien sûr. Et puis. C'est une belle évasion, surtout quand on est à Alger Centre. C'est une ville qui est bruyante, qui bouillonne, voilà, qui bouillonne et tout. Donc on arrive dans ce cocon un peu. Donc voilà, tout le monde est convié à découvrir cet espace. C'est un espace culturel, en fait, plus qu'un café. C'est un café littéraire. Plus culturel. Voilà, c'est vraiment un espace d'échange, voilà, un temple de la culture qui naît au cœur d'Alger. Donc on est à Didouche Mourad, n'est-ce pas? Donc et ça s'appelle Ar-Roumi, donc en référence à ce grand poète, donc Jalal Din Ar-Roumi. Merci infiniment. Ce genre de locaux, en Autriche, c'est réputé. Oui, mais le café, le journal, les journaux. À Vienne, c'est les journaux. Voilà. Vous voulez lire un journal, vous rentrez dans un café, il y a tout... Oui, mais j'imagine que la presse aussi est présente dans ce lieu. Absolument, on peut aussi voilà, découvrir sa presse tout en sirotant un petit café, un bon café. On a encore un peu de temps? Pas du tout. Pas du tout. C'est pas grave. En tout cas, juste une phrase. D'accord, donc je voudrais saluer tous les habitants de Qalat Abbas et aussi de tous les villages aux alentours et entre parenthèses. Je tiens à remercier l'émission. Et voilà. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir fait découvrir cette belle région. Donc la Kabylie a aussi été le terrain donc des tournages d'un grand cinéaste algérien, Djemal Bendeddouche en l'occurrence. Il nous a quittés, il s'est incliné hier, donc après nous avoir donné énormément d'œuvres cinématographiques d'un grand talent, donc l'artiste qui nous quitte. Donc Djemal Bendeddouche, on souhaite vraiment, on présente toutes nos condoléances à la famille Bendeddouche et à toute la famille artistique et à tous les cinéastes. Bien sûr, c'était le père d'Arsqi l'insoumis ou Arsqi l'indigène, donc c'était en 2008, rappelez-vous, cette œuvre qui a marqué les esprits donc, et qui restera justement gravé dans les mémoires des Algériens à jamais. Donc c'est le legs, ça fait partie du legs de Djemal Bendeddouche, Allah yarhamou. Donc voilà, paix à son âme, il nous a quittés donc hier. Voilà, toutes nos condoléances à la famille artistique. Merci encore d'avoir été avec nous. Je rappelle juste que Djemal Bendeddouche avait par exemple vraiment cette bonté de cœur, c'était un formateur aussi. Il avait cette école de cinéma, mais aussi il a fait don de la guillotine qui a servi dans le film qu'on vient de voir justement à la Maison de la Culture Mouloud Ma'amri de Tizi Ouzou. Donc c'est une réplique de la guillotine de Serkadji, entre autres. Voilà. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis ce matin. Je vous souhaite une excellente fin de programme sur Canal Algérie. À très vite. Au revoir.